et on gère 300 000 points de vente maintenant. Et ça, c'est un 15e de nos clients. Donc tous nos clients, vous les connaissez. Et donc ça fait 6 ans qu'on bosse ensemble en se répartissant les rôles, tous les deux co-CEO. Et je vais vous expliquer un peu comment on fonctionne, parce qu'on a des manières de travailler, des manières de faire les choses très complémentaires. Ça nous permet d'être beaucoup plus rapide dans la prise de décision, parce qu'il y a un peu ce côté je valide que tu fais pas n'importe quoi. Gotta stay consistent. Hustlers, are you listening? We're the doers. We do what doers do. Grind every day and handle business. Entrepreneurs rising, but now wasting time. Inspire, educate, entertain. That's the sign. More for the doers by doers. Unstoppable with shine. Bonjour à tous, ravi d'être là, merci beaucoup pour l'invitation. On a cherché un sujet qui était un peu un sujet sur lequel tout le monde ne parlait pas tout le temps, et le sujet des co-CEO, c'est un modèle où on va pas mal poser des questions, notamment sur la collaboration, la manière dont on se répartissait les rôles. En gros, sur cette photo, donc, vous avez Thibault Lévy-Martin, qui n'est pas moi, il y a Thibault Renouf qui est moi juste à droite. On s'appelle tous les deux Thibault. Je sais partout, on m'appelle Tibor pour Thibault Renouf. Et j'ai essayé de pousser pour qu'on l'appelle Thibol, mais ça marche pas trop. Et on avait un CTO qui s'appelait Thiboc, Thibault Coudray. Maintenant, on a un CTO qui s'appelle Jonas, c'est plus facile, mais à un moment, on avait 3 Thibault au COMEX. Et l'idée, c'est de raconter un peu déjà comment on a structuré notre collaboration, comment on en est arrivé là. Moi, j'aime bien répondre aux questions qui viennent à la volée, mais voilà, si vous avez vraiment des questions, vous avez besoin de détails tout de suite, n'hésitez pas à les poser, sinon vous pouvez les poser à la fin. J'ai pas forcément préparé un talk, j'ai préparé quelques slides sur lesquels je vais élaborer, et comme j'ai préparé ces slides il y a quelques mois, je vais retrouver mes idées au fur et à mesure. L'idée déjà, c'est de vous raconter un peu l'historique de partout, vous raconter qui on est très rapidement pour vous donner le contexte. Ensuite, je parlerai de la répartition des rôles, de quelques réflexions générales théoriques que m'a amené à avoir cette présentation. Ensuite, les conditions de succès, un peu ce qu'on a mis en place tous les deux pour mieux collaborer, et la partie Q&A à la fin. Alors, sur l'historique, déjà, qu'est-ce que Partout? Donc Partout, on est un SaaS B2B qui a été créé en juillet 2014 par Thibault Lévy-Martin. À l'époque, il l'a monté avec Olivier Vaury, qui était le directeur financier d'Amazon France, qui est maintenant directeur financier de Mano Mano, mais c'était un non opérationnel, donc Thibault Lévy-Martin était un peu seul aux commandes. Il y avait aussi Benoît qui était le premier CTO qui est parti il y a 3-4 ans. On est une équipe de 450 personnes et on a eu une grosse phase de scale ces 3 dernières années. Donc on était 50 il y a 3 ans. On fait 30 millions d'ARR en croissance de 70% en 2022 et notre focus c'est d'avoir des clients qui sont contents, d'avoir des employés qui sont contents et on a une grosse dimension internationale. Voilà très rapidement ce qu'il faut savoir sur Partout. Je ne sais pas si j'ai mis des slides sur nos clients pour vous expliquer vite fait ce qu'on fait. En gros, on a 2 typologies de clients. On a ce qu'on appelle le segment Enterprise. Le segment Enterprise, c'est des réseaux de points de vente qui achètent notre solution pour se digitaliser. Concrètement, on les aide à gérer leur visibilité en ligne, leur présence sur Google Maps, leurs avis, leur messagerie, etc. Donc par exemple, si je prends le cas de Toyota, dès que vous tapez sur Google Maps concessionnaire Toyota et que vous voyez des informations, que vous voyez des avis, etc., c'est nous qui les gérons avec l'aide des concessionnaires Toyota et on gère 300 000 points de vente maintenant, et ça c'est un 15e de nos clients, donc tous nos clients vous les connaissez, et on en a un peu partout dans le monde. Et on a une deuxième typologie de clients, et c'est important pour la suite, c'est la partie SMBs. Donc SMBs, c'est pour Small and Medium Business. En fait, c'est des clients qui ont un panier moyen de l'ordre de 1 000 € par an. Donc pour ceux qui connaissent un peu le business SaaS, on parle en ARR. Et donc on va distinguer les tailles de compte. Donc un SMB, c'est le fleuriste, le charcutier dans votre rue, qui va payer nos services pour avoir une app mobile, pour gérer toutes ces informations, ses posts, ses avis, ses messageries, WhatsApp, Facebook, etc. Et on va avoir les grands comptes. C'est pas du tout le même mode de prospection, c'est pas du tout le même mode de gestion. Et donc on a vraiment 2 marchés, et ça va aussi expliquer pourquoi nous on travaille en binôme sur la partie co-CEO. Alors, donc on a été créé en 2014. On a très tôt ouvert des nouveaux pays. On a ouvert l'Espagne en 2015 et on a lancé aussi des nouveaux produits. On a fait beaucoup de diversification de produits dès 2016. Et moi, je suis arrivé en 2017. On était 12-13 chez Partout. Il faut savoir que très tôt, on a fait confiance à des personnes qui sont arrivées dès le début. Donc, sur les 16 qui étaient là quand je suis arrivé, il y en a encore 11 qui sont dans la boîte. Et certains sont arrivés payés au SMIC et gèrent 150 personnes aujourd'hui. Donc, on a une vision de la boîte qui était de faire confiance aux personnes qui arrivent. Et on a aussi une boîte assez jeune, puisque dans notre COMEX, la moyenne d'âge doit être 30 ans et la moyenne d'âge de la boîte, c'est plutôt 28 ans. Et donc, on a aussi toute une partie bootstrap dont je ne parle pas trop là, mais jusqu'à 3,5 millions d'ARR, on a été full bootstrap. C'est-à-dire qu'on n'a pas levé de fonds jusqu'à 35-40 personnes. Et ça a un impact aussi sur notre culture d'entreprise et la manière dont on fait les choses. Et donc moi, je suis arrivé en 2017. À l'époque, je suis arrivé en tant que directeur des opérations, directeur financier. L'histoire, c'est que moi, j'étais en conseil en strat au BCG.
Je voulais monter une boîte, j'avais monté une agence de voyage et je trouvais ça très risqué de monter sa boîte directement, surtout que l'agence de voyage, ça fait pas beaucoup de cash. Elle existe encore aujourd'hui, mais c'est pas le plus gros business. Et je voulais rejoindre une boîte qui commençait à avancer et partout faisait 400 000 € de revenus récurrents pour une boîte full bootstrap qui était complètement en dehors de l'écosystème. Et c'est un ami qui m'en a parlé. Il m'a dit y a un gars potentiellement il cherche un directeur des opérations pour potentiellement prendre le poste de CEO, parce que c'était ça aussi le départ. C'était qu'il y avait l'ambition pour Thibaut. Lui, c'est ce qu'on appelle un starter. Je vais y revenir aussi. C'est quelqu'un qui aime bien lancer des projets. C'est-à-dire qu'il se sentait très à l'aise à lancer plein de projets, mais il avait envie de lancer plus de projets que ce que lui permettait de faire juste partout. Et il avait potentiellement envie de trouver ce qu'on appelle un DG, etc. Mais moi, je ne le savais pas forcément à l'époque. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rejoint partout au départ en tant que directeur des opérations, directeur financier. J'ai aussi fait beaucoup de ventes. Au bout d'un an, je suis passé co-CEO, donc plutôt sur un poste de DG. Je vais vous expliquer un peu comment se répartissent les rôles historiquement. Et donc, ça fait 6 ans qu'on bosse ensemble en se répartissant les rôles, tous les deux co-CEO. Et je vais vous expliquer un peu comment on fonctionne, parce qu'on a des manières de travailler, des manières de faire les choses très complémentaires. Et je pense qu'une grosse partie du succès de Partout et du scale est due à notre bonne entente et notre bonne complémentarité. Donc chez Partout, on appelle les Thibaut, parce que on a un peu un binôme sur plein d'aspects. Et ça permet aussi de tenir la charge quand on est passé typiquement en 2022 de 200 collaborateurs à 400. Ça fait quasiment 20 personnes tous les mois en plus, donc ça faisait pas mal de monde. Et se répartir le travail, c'était important. Juste pour que vous connaissiez, donc Thibaut Lévy-Martin, ça c'était lui. Il détesterait que je mettrais sa photo, mais il n'en a pas trop honte. En juillet 2014, quand il a créé Partout, donc il sortait d'école, c'était un business où il vendait d'abord aux SMBs, et il a vraiment tout lancé au départ. Il référençait les cordonniers sur 118 000, 118 712, 118 218. Google Maps, c'était pas du tout référencé. Et en gros, c'est venu d'une rencontre avec Serge, qui était un restaurateur indien, qui avait repeint sa devanture de magasin en rose et voulait le mettre à jour sur toutes les plateformes. Et dans son projet étudiant, il lui a demandé de mettre à jour sa devanture de magasin sur toutes les plateformes, et lui il l'a fait manuellement. Il dit c'est quand même dingue que j'ai dû passer une après-midi entière à trouver toutes les plateformes que les gens utilisent pour trouver le restaurant de Serge, trouver les mots de passe qu'il avait perdus et mettre à jour juste une photo. En fait, il faudrait une plateforme unique pour tout mettre à jour d'un coup. C'est comme ça que l'idée de Partout est venue. Et donc comment on s'est rencontrés ? Donc fin 2016, j'ai un ami d'amis qui m'a parlé, et il y a aussi le réseau BCG, et donc l'investisseur dont je vous parlais, qui était directeur financier d'Amazon France, qui était aussi un ancien du BCG. Et en fait, c'est vraiment par des recommandations d'amis. On a passé 2 heures dans un Starbucks à parler entrepreneuriat un dimanche, et je me rappelle hyper bien parce que j'étais en lendemain de soirée, et j'étais avec tous mes potes dans un brunch, et je leur ai dit bon, j'ai un rendez-vous avec un gars un dimanche pour un entretien. Et ensuite, on a refait un entretien. Et là, Thibaut, il est arrivé avec genre 50 salades dans un sac, parce qu'il voulait lancer une distribution de salades, parce qu'il lançait un autre projet en parallèle de Partout. Et ce projet de salade, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, ça s'appelle Idyll Garden. Ils ont maintenant 70 distributeurs de food. Et donc, en gros, c'était en 2017 qu'il a commencé à faire ses propres salades aux employés de Partout pour lancer de nouveaux projets. Donc, ça vous donne un peu l'état d'esprit dans lequel lui il était. Il voulait monter plein de boîtes. Ce qui s'est passé, donc moi, je suis arrivé en 2017. Là, on est à 400 000 € de revenus. Et donc, la croissance de Partout que vous voyez en ARR, ça a été une croissance assez forte, et donc on s'est vraiment accroché au truc. On a eu de la chance parce qu'on a été sur un peu une fusée avec un marché qui explosait, et on a pris aussi beaucoup de paris, notamment un pari qui est le pari sur les SMBs, les Small and Medium Business, qu'on a lancé comme un projet entrepreneurial en 2020. Et donc là on est à 7 millions d'ARR en 2 ans et demi. Donc pour ceux qui font des SaaS, en gros on a bombardé, puisqu'on a recruté 100 personnes en 2 ans sur ce segment-là, et c'est Thibaut qui l'a pris. Donc ça c'est un exemple de projet que lui voulait mener pour étendre notre marché adressable. Et donc lui, il a plutôt un profil starter, donc lancer des projets au sein de Partout, et moi plutôt un profil de manager de gestion dans la boîte. C'est ça qui me fait kiffer, et c'est ça dans quoi je suis bon, et pour scaler toute la partie qui était déjà en place. Les points qui sont importants, c'est que tous les entrepreneurs que vous voyez autour de vous qui gèrent des boîtes de 400 personnes, souvent ils ont plus de 30 ans, et ils ont aussi déjà monté des boîtes. Donc si vous prenez Alexandre Pro, si vous prenez Loïc Soubéran, si vous prenez tous ces gens-là, en fait, ils ont déjà monté des success stories avant. Et il y a un peu un enjeu quand on est CEO, je trouve, c'est de gérer la charge et de tenir le coup quand la boîte décolle vraiment. Et donc c'est aussi une de ces raisons pour lesquelles on a décidé de faire ça à 2. C'est pour se dire on se soutient. Et d'autant plus pendant ces périodes où, vous le savez, l'écosystème tech est se fait un peu chambouler. C'est quand même pas mal d'avoir une personne associée avec qui on partage la majorité des décisions. Alors, les avantages du système de co-CEO. Alors, je vais peut-être
j'ai tapé ChatGPT parce que j'ai commencé à faire une réflexion et je me suis dit ChatGPT a peut-être des trucs un peu plus intéressants. Après, je vais peut-être faire le parallèle avec ce que moi j'ai vécu. Déjà dans les compétences et les expertises. Donc moi, ce que j'avais fait de la banque d'affaires, j'étais chez Rothschild. Après, j'ai fait BCG, donc j'avais vraiment une compétence autour de structurer une boîte, de structurer une stratégie, de structurer un discours. Thibaut, il était plus à l'aise. Si on prend les profils MBTI, pour ceux qui aiment bien ça, voilà, on n'avait pas du tout le même profil MBTI. Il était plus dans l'intuition. Moi, j'étais plus dans l'exécution, plus en train de réfléchir, structurer les idées. Et donc, il y a une certaine complémentarité dans la manière dont on travaille ensemble qui est hyper forte. Et on prend vachement exemple l'un sur l'autre sur plein de compétences. Notamment, moi, j'ai beaucoup pris d'exemples sur lui, sur la prise de parole, etc. Il y a des petits styles qui vont expliquer ce qu'on s'est apporté chacun. Le deuxième, c'est la répartition des responsabilités. Quand on a lancé le projet SMBiz, en fait, ce qui était difficile, ce qui est très difficile quand on scale une boîte, c'est le focus. Donc ça, vous le savez peut-être. Et en fait, le focus, c'est ce qui fait que vous allez scaler vraiment une boîte. Mais si vous voulez continuer à investir dans le futur de la croissance, il faut prendre des risques et potentiellement vous défocus. Et donc, quand on lance les SMBiz, c'était potentiellement un risque sur notre business cœur, que sont la partie enterprise. Et donc, ce qui était cool, c'est que moi, j'ai pu me focaliser sur la partie enterprise et faire en sorte qu'on déroule, qu'on accélère sur l'expansion internationale, qu'on ouvre l'Amérique latine, le Moyen-Orient, etc. Quand Thibaut, il a lancé un nouveau business avec une nouvelle offre, avec un nouveau pitch commercial. Et c'est quasiment impossible de faire les deux en même temps parce qu'on devient fou. Déjà, en tant que CEO, on saute d'un sujet à l'autre toutes les 5 minutes. Mais si en plus, on a 2 typologies de clients, 2 ICP, 2 réflexions, tout devient trop compliqué. Donc la répartition des responsabilités, c'était aussi très important. Il y a un autre truc, c'est la réduction du risque. Et aussi, moi, je fais très attention à l'équilibre vie pro, vie perso, et Thibaut aussi. Même si on se fait un peu bouffer, j'imagine qu'il y en a à qui ça arrive s'ils sont CEO. C'est hyper dur de prévoir de partir en vacances et de couper son portable. Et en fait, ça, on y arrive relativement bien. Et donc ça, c'est aussi un plaisir de pouvoir se dire, on a une boîte de 400 personnes et on peut partir en vacances, couper totalement son téléphone. Et on sait que la barre est tenue et qu'on peut partir 2 semaines, 3 semaines sans aucun problème. Et donc ça a été aussi un point qui est hyper important. Ou même de down. Typiquement, on a tous une vie perso, on a tous des moments de down. Dans une vie, en 6 ans, on a vécu plein de moments de down. Et se dire, je peux partir 3 jours pour me reposer, pour me focus sur moi. Il peut arriver plein de choses horribles. Et je pense que c'est hyper important aussi d'avoir quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer et qui tient la barre pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Gestion de la charge de travail. Ça, on en a un peu parlé. Prise de décision collaborative. Ça, c'est aussi un point qui est très important. Ce qui est très difficile, je trouve, en tant que CEO, c'est de prendre des décisions constamment sur des sujets qui ont un impact énorme sur le business et sur potentiellement le travail des gens. Et donc, ce qui fatigue, c'est la prise de décision. Or, ce qui décharge la prise de décision, c'est la validation par un tiers qu'on ne fait pas n'importe quoi. Donc, par exemple, si je prends une décision sur promouvoir quelqu'un, je vais dire, lui, je pense qu'il faudrait le mettre à tel poste, ou elle. Je vais voir Thibaut et il va me dire, ouais, non, c'est pas une connerie. Je pense qu'on peut y aller. Ça nous permet d'être beaucoup plus rapide dans la prise de décision parce qu'il y a un peu ce côté je valide que tu fais pas n'importe quoi, alors que quand on est seul à prendre une décision, il y a un peu cette solitude en train de se dire est-ce que je suis en train de partir complètement live et prendre une décision qui n'est pas du tout juste, et donc ce côté un peu partage de responsabilité et caution tierce, elle a une valeur inestimable en termes de charge mentale aujourd'hui. Il y a aussi la notion de vision partagée. Je pense qu'on a un gros enjeu quand on scale, quand on passe de 200 à 400, c'est que tout le monde partage la vision de la boîte. Quand on a la même vision, 2 personnes, il y a un énorme enjeu, c'est de la répéter à tout le monde. On répète beaucoup de choses. Quand vous aussi, des managers ou quand il y a beaucoup de monde, on passe son temps à répéter les choses, et avoir 2 voix qui répètent tout le temps la même chose et qui sont hyper alignées, ça peut renforcer aussi la cohésion et la proximité. Il y a des gens qui sont très proches de Thibaut chez Partout, il y a des gens qui sont plus proches de moi, mais finalement ça crée tout un tout dans la boîte. Et il y a aussi un autre concept, je vais le détailler un peu après, c'est la notion de leadership. Il y a plein de formes de leadership différentes. Il y a des leaderships par la proximité, il y a des leaderships par un peu le côté gourou, le côté visionnaire. Il y a des gens qui sont plus accessibles, d'autres moins, des gens qui sont plus qui parlent plus. Typiquement, moi je parle peut-être 7 fois plus que Thibaut. Je suis très bavard et je parle très vite. Lui, il va parler très très lentement et parler beaucoup moins. Il va dans les meetings, c'est assez flagrant la manière dont on est différent. Et je pense que c'est aussi cool d'avoir 2 figures de CEO pour avoir un peu 2 modes de management. Il y a des personnes que j'arrive pas à manager, et il y a des personnes que Thibaut n'arrive pas à manager. Et c'est ça le plus dur, parce qu'il y a des styles de management aussi. Quand ça ne matche pas, c'est pas mal de pouvoir avoir quelqu'un d'autre et de contourner certains trucs. Comment on a réparti les rôles chez Partout ? Donc Thibaut, il gère plutôt la partie produit. Historiquement, comme il avait la culture, c'est quand même lui qui a défini les premières valeurs de Partout, qui étaient fun, empathie et curiosité. Après, on en a rajouté.
qui étaient des valeurs plus aspirationnelles comme la simplicité, high standards, toutes les présentations aussi et le côté parler moins. Moi, je vais plutôt me structurer sur la partie process, organisation. En fait, quand la boîte elle a explosé, il fallait vraiment redéfinir chaque fois les rôles de chacun, les méthodes de collaboration, tous les sujets de knowledge qui sont des sujets hyper importants dans le scale. D'ailleurs, j'ai écrit un bouquin sur tous ces sujets qui s'appelle Start to Scale, qui est disponible à la Fnac, etc. Mais en gros, moi, c'était vraiment plein de sujets qui me passionnaient. Sur comment on permet à une entreprise de vraiment croître et de conserver ses valeurs, de conserver son organisation et pas de complètement dérailler. Là où Thibaut, ce qu'il voyait plutôt, c'est comment je fais un produit qui est simple et qui sert les gens. Et ces aspirations ont fait qu'on se complétait extrêmement bien. Moi, je suis pas très à l'aise en prise de parole et je suis pas très à l'aise en vidéo. Donc moi, j'aime bien écrire. Donc j'ai commencé à beaucoup écrire sur Tribes, un média que j'ai lancé, et après un bouquin. Et Thibaut, il faisait toutes les prises de parole à la télé ou des choses comme ça. Donc, pareil, il y a des trucs qu'on aime, qu'on n'aime pas. Et c'est pas mal de pouvoir dire, bon, ben ça. En fait, il y a tellement de trucs qui prennent de l'énergie quand on est CEO ou quand on est employé que c'est cool aussi de pouvoir faire un peu le tri et de pas avoir des trucs où ça, c'est la tannée. Typiquement, moi, les interviews vidéo, je pourrais pas. Et voilà. Et aussi, on s'est donné plein de feedback. Ça, je trouve ça hyper cool quand on grandit ensemble. Il y a une difficulté, je pense que la difficulté de tous les CEO, c'est pas de se faire dépasser par la croissance de la boîte. C'est d'ailleurs la difficulté d'à peu près tous les managers dans une boîte qui scale. C'est à quel moment on atteint son max dans la boîte et à quel moment on est dépassé et nos compétences sont plus suffisantes. Et être deux, ça permet aussi de se donner des feedbacks, de dire là, t'es dans les clous, là, tu pourrais progresser sur ça. Et d'être un peu moins seul face à l'adversité. Typiquement, moi, j'avais un des enjeux, c'est inspirer confiance, être moins dans pousser les gens à faire mieux, avoir moins de drive dans certains trucs et de donner aux personnes la possibilité de faire les choses par eux-mêmes. Ça, c'était un de mes axes d'amélioration. Thibaut, il avait plus de mal à créer du buy-in puisqu'il était très directif dans ses décisions. Donc typiquement, il voulait faire quelque chose, il le lançait et on le faisait, sauf qu'une boîte de 400 personnes, il faut expliquer chaque décision, ce qui prend énormément de temps et ça, moi, j'aime bien le faire. Donc typiquement, on se donnait beaucoup de feedback l'un et l'autre et je trouve que dans une aventure entrepreneuriale, il y a comment la boîte croît, mais il y a aussi comment nous, on évolue. Et le fait d'avoir quelqu'un à ses côtés qui évolue, et ça peut être un comex, hein, mais tout notre comex évolue, mais c'est cool d'avoir quelqu'un avec soi avec qui on peut parler et avec qui on peut se faire des feedbacks. Oui, parce que le problème, c'est que, quand les CEO, il y a peu de gens qui font des feedbacks. C'est un peu chiant parce que les gens n'osent pas dire ah mais t'as été nul sur cette présentation ou t'aurais dû faire ça aussi. Et les feedbacks on les a que par personne interposée. Donc si vous avez des CEO, faites-leur des feedbacks parce qu'on ne peut pas grandir et progresser s'il n'y a pas des gens qui nous disent ce sur quoi on doit progresser. Et tout le monde doit progresser. J'aimerais aussi parler de deux typologies d'entrepreneurs. Moi, on me demande toujours « Ah, mais tu fais pas l'exécution, etc. T'es pas DG, donc c'est pas vraiment CEO, etc. » Je pense que l'exécution, elle est sous-cotée et qu'en fait, on peut pas vraiment opposer l'exécution et la stratégie. Et que, de manière générale, il y a des profils qui aiment bien lancer des projets qui sont à l'aise avec l'incertitude et il y a des personnes qui cherchent plutôt la certitude et donc la structuration. Et ça, c'est des appétences. Et je pense pas qu'il y en ait un type de profil qui soit mieux que l'autre ou moins bien que l'autre. Je pense juste que la tech française a beaucoup valorisé les entrepreneurs starters et assez peu les entrepreneurs scalers. C'est-à-dire aujourd'hui, on considère que quand un CEO se fait démettre de ses fonctions parce qu'il n'a pas réussi à structurer sa boîte, c'est un échec, alors qu'en fait, il a plein de travail à faire dans cette même boîte. Il a juste besoin de quelqu'un qui le complémente. Donc souvent, les boîtes qui font des 2 CEO, c'est plutôt des boîtes plus matures. Nous, on a commencé quand on était 17, c'était peut-être un peu tôt, mais souvent c'est des boîtes à 100, 150, 200. Il faut savoir aussi que comme Thibaut a monté la boîte, il a aussi plus de parts que moi, mécaniquement. Et donc à la fin, oui, c'est lui qui prend la décision s'il y a vraiment un clash. Ça arrive quasiment jamais. Franchement, on se prend jamais la tête. C'est hyper agréable. Je pense qu'il est très, très calme tout le temps. Et donc on a une manière de travailler ensemble qui est assez... Et je pense qu'on s'admire réciproquement sur plein d'aspects. Donc c'est aussi très cool de bosser avec quelqu'un comme ça. J'espère qu'il n'écoutera pas cette vidéo. Un autre problème, c'est, je trouve, la schizophrénie du CEO. Ça, c'est le problème que moi, je vois quotidiennement dans les gens avec qui je discute. C'est, en fait, on nous demande de faire la meilleure boîte du monde et on demande de faire les chiffres. En gros, dès que vous atteignez 1 million de revenus, juste pour savoir qui est dans des boîtes qui font plus de 1 million de revenus. Ok. Vous êtes dans des startups qui se lancent et en gros, dès qu'on dépasse 1 million, tout le focus, faut faire ses objets. En fait, faut délivrer ce qu'on a anticipé, il faut mettre en place les choses. Et donc, c'est très difficile de penser moyen terme, c'est-à-dire 1 an, 2 ans, et en même temps de penser 5 ans, 6 ans, 10 ans. C'est difficile pour Uber de se dire je veux faire la voiture autonome et je veux battre Bolt. Parce que c'est 2 objectifs où il y a une tension qui est naturelle. Cette tension, c'est est-ce que j'affecte mes ressources pour faire mon BP ou est-ce que j'affecte mes ressources pour faire de la R&D et prendre des risques. Et une boîte ne peut pas survivre si elle passe toute sa vie en mode risque. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est que moi, j'ai plus
la responsabilité du moyen terme et Thibaut plus du long terme. Et même si Thibaut adore calculer les objectifs, etc. Et donc finalement, et moi j'aime bien aussi réfléchir à des trucs, ça ne veut pas dire que c'est notre seul aspect, mais ça veut dire qu'on a la responsabilité un peu plus forte de cet aspect du business et qu'on se le dit et qu'on se partage les sujets comme ça. Aussi, il y a une question de répartition managériale. Thibaut va plutôt gérer la tech, donc notre CPO, Savinien, notre CTO, Jonas, toute la partie SMBs, qui fait 7 millions sur les 30, et la partie Sales Enterprise sur la partie plus objectifs commerciaux. Et vous voyez, en fait, les Sales Enterprise et les parties RH, on les gère à 2. Donc on a des points à 3 toutes les semaines. Typiquement, les sujets RH, c'est important qu'on soit tous les 3 pour en discuter. Et les sujets Enterprise qui représentent 23 millions de revenus, c'est bien qu'on soit 3 aussi pour en discuter. Et après, moi, je gère la partie marketing, la partie opération, la partie finance et la partie customer, donc tous les customer success et les customer care. Donc voilà comment on s'est réparti à peu près les équipes à date. Et ça nous arrive de faire bouger ces équipes en fonction de nos aspirations, en fonction des changements et de la manière dont on travaille. Il y a plein de boîtes qui se répartissent les fonctions. Là, c'est Lipsum. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Lipsum, on est clients. Mais voilà, ici, il y en a qui font Sales Operation and People Function et Customer Success Marketing and Product Team. Ce qui est un peu loin de ce qu'on fait. C'est différent de ce qu'on fait, mais c'est un exemple comme un autre. Aussi, ce que je trouve cool, c'est qu'on a une approche de chaque sujet qui est complémentaire. Par exemple, moi, j'aime pas trop suivre des chiffres. Je ne suis pas un fan d'objectifs chiffrés. C'est-à-dire que si on me dit tu dois faire X% de croissance, j'arrive pas à me projeter, à me motiver, j'arrive pas forcément à motiver les gens. Ce que j'aime bien, c'est travailler en mode projet. Et pourtant, une boîte a besoin d'objectifs chiffrés. Donc Thibaut, c'est lui qui fait tous les objectifs chiffrés du BP. Alors même que c'est moi qui manage le directeur financier, mais il y a vraiment une complémentarité. Alors que moi, je vais vraiment te dire, quand je parle à quelqu'un, je vais pas lui parler de ses chiffres, je vais vraiment lui parler de ce qu'il est en train de mettre en place et lui donner des conseils sur la manière de délivrer les projets. Les deux sont hyper importants et sont hyper complémentaires. C'est juste des appétences et des manières de travailler qui sont différentes. S'il y a quelqu'un qui est que omnibulé par les chiffres et qui est CEO, ça va faire une boîte trop drivée par les chiffres. Et s'il y a quelqu'un qui est trop omnibulé par les projets, en fait, aucun chiffre sera piloté, la boîte ira dans le mur. Et donc ça nous aide beaucoup d'avoir deux approches différentes. Pareil, on s'est réparti les rôles externes. C'est Thibaut en tant que fondateur qui a les contacts privilégiés avec les actionnaires. Donc c'est lui qui, même si je viens de passer 3 heures de BP avec l'actionnaire cet après-midi parce que Thibaut est au Portugal pour un événement avec nos clients. Mais c'est normalement lui qui fait la partie actionnaire et c'est moi qui fais plutôt la communication externe avec nos clients sur LinkedIn, etc. Lui déteste LinkedIn. Donc voilà, c'est plein de trucs comme ça qu'on se répartit en fonction. Dans les réflexions générales, déjà, il y a un premier point qui est hyper important, parce que je parle à pas mal de CEO et tout le monde, à chaque fois on se dit mais toi tu fais quoi de tes journées ? Clairement, il n'y a personne qui fait la même chose, c'est hallucinant. Il y a des CEO qui font 80% de marketing et 20% de RH, il y a des CEO qui font 100% de RH, CEO qui font 80% de finance et 20% de sales. Franchement, c'est assez difficile de définir exactement ce que fait un CEO de ses journées. Moi, je pense qu'un CEO, il met du poids sur les sujets qui sont stratégiques pour son entreprise et il pallie au manque d'efficience d'une partie aussi. C'est-à-dire que si l'objectif c'est de faire le meilleur produit au monde et on n'a pas tout le monde en ce moment, on va passer beaucoup de temps sur le produit. Donc avec Thibaut, on partage nos objectifs, avec notre Comex aussi, et on va dire notre objectif, ce quarter, en Espagne on n'a pas fait les objectifs, donc on va se focaliser sur l'Espagne. Et donc c'est toi ou c'est moi qui prends. Mais si on réfléchit un peu plus, en gros je me suis fait une petite matrice. Donc il y a une partie qui est opérationnel scale et une partie qui est innovation et vision. Donc on pourrait dire qu'à gauche c'est plutôt le poste de directeur général et à droite on pourrait dire que c'est plutôt le poste de président fondateur, ce qui est deux manières de voir le rôle de CEO. D'ailleurs c'est pour ça qu'on dit PDG pour président directeur général. Et aussi, il y a externe et interne. Ça, c'est les deux rôles du CEO. Le CEO, il doit présenter devant l'externe, présenter devant les clients, présenter devant les médias, présenter toute la partie externe. Et il a aussi un énorme rôle de représentation interne à la société, qui est de motiver les salariés, de donner la vision, de partager les messages. Et donc, si on se dit, un CEO, il doit être gestionnaire, visionnaire, et non, j'y arrive plus, et communicant et meneur. Donc en gros, je me suis dit ça en faisant cette presse. Donc chacun est un peu plus l'un ou un peu plus l'autre. Et donc moi, j'ai plutôt, je pense, être meneur gestionnaire et Thibaut plutôt communicant, visionnaire. Et après, sur plein d'aspects, on peut dire des trucs différents. Mais je pense que c'est hyper important d'être, je sais pas, les Anglais disent self-aware ou machin, mais faire un bilan de compétences internes, se dire c'est quoi mon style de leadership, c'est quoi mon style de management, c'est quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses. Moi, j'aime bien les frameworks parce que c'est quand même la meilleure manière de réfléchir de manière simple, sans se prendre trop la tête. Et donc, c'est cool de... ça, c'est complètement inventé par moi un soir, donc je sais pas si ça a valeur à être plus communiqué que ça, mais
Les conditions de succès. Alors, franchement, c'est un peu une galère d'avoir 2 CEO. Pourquoi ? Parce que ça demande vraiment déjà une relation interpersonnelle hyper forte. Et nous, Thibaut et moi, on n'était pas potes avant de se rencontrer professionnellement. Donc, on a appris à se connaître par le pro. Donc, il n'y avait rien à détruire en soi si on se prenait la tête. Et on a appris à se connaître et on est devenus amis par la force des choses. Et on était tous les deux à nos OVG respectifs, à nos mariages, etc. On est devenus très proches. S'il y a des choses qui m'arrivent dans ma vie personnelle, la première personne à qui je vais le dire, limite, c'est Thibaut, parce que ça nous impacte directement dans notre quotidien. Et je pense que aussi, je connais plein de trucs sur sa vie perso qui font... parce que c'est la personne avec qui j'ai potentiellement le plus d'interactions. Et il y a aussi un autre truc au-delà de la relation interpersonnelle, c'est le partage des valeurs. Ça, je pense que c'est peut-être le sous-jacent basique. En fait, ce qui est assez marrant, c'est la discussion qu'on a eue pendant le Starbucks, quand on s'est parlé pendant 2 heures, c'était vraiment, est-ce qu'on a la même vision de l'entrepreneuriat, est-ce qu'on a le même feu et le même truc, envie de faire des choses, et ça, c'était le plus important. Et après, il y a, est-ce qu'on a des compétences complémentaires, mais c'est 2 choses parallèles. Et je pense que les valeurs, c'est un truc... Enfin, c'est sous-côté de ouf dans la manière dont on construit une entreprise. Je pense que ce qui a drivé le plus le succès de partout, c'est les valeurs qu'on a essayé de retrouver dans les employés, la manière dont on fait les choses. Nos 3 premières valeurs, c'est fun, empathie et curiosité. Moi, je suis hyper curieux, j'aime beaucoup me marrer au bureau et j'essaie d'avoir le plus d'empathie possible et j'ai beaucoup d'empathie pour les employés, plein de choses. Donc, c'était des trucs dans lesquels je me retrouvais énormément et c'est important d'avoir des valeurs communes. Et le soutien aussi interpersonnel, je pense que c'est hyper important. On s'est beaucoup marré, donc ça c'est je sais même pas si j'avais foutu des photos. On se marre bien, en haut à gauche, c'était au parc Astérix, on a fait notre séminaire. En bas à droite, c'était, je pense que je savais pas que c'était filmé. À droite, c'est Thibaut qui est déguisé en Dumbledore pendant un séminaire autour d'Harry Potter. On avait fait la coupe des 4 maisons, etc. Donc je pense qu'on a passé des super moments, ce qui permet aussi d'apprendre à se connaître. Et dans notre Comex aussi, on essaie de vachement se connaître interpersonnellement parce que c'est ça qui fait le bon fonctionnement. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le concept de First Team. C'est un concept qui a été élaboré dans The 5 Dysfunctions of a Team, qui consiste à dire que la première équipe d'un manager, c'est son équipe managériale et pas l'équipe qui manage. Donc l'idée, c'est de se dire que si je sais pas, le directeur commercial, il doit être plus proche du directeur des opérations que des sales. Et ça, c'est un concept qui a beaucoup drivé la manière dont c'est structuré chez Partout, parce que c'est ça qui permet en fait de créer une unité dans la société et de pas créer ce qu'on appelle des silos ou des factions dans la boîte avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs, etc. Et ça c'est hyper important. Communication et confiance. Donc déjà on se voit tout le temps, on s'appelle tout le temps. Là tout à l'heure j'étais au téléphone avec lui pour débriefer plein de trucs de son événement au Portugal et autres. Et on se voit, on a beaucoup d'instances, mine de rien, chez Partout avec les boards des Comex. Et on essaie de beaucoup échanger sur les sujets du moment. Et on passe beaucoup de temps à aligner nos visions. Je sais pas si je l'ai mis après. Non, se faire plaisir, j'ai pas mis. Non, ouais, c'est peut-être pas le bon titre. Mais en gros, non, ce qu'on a fait pas mal, et moi j'ai trouvé ça très cool, c'est chaque année on fait un truc, c'est lister les raisons pour lesquelles on est là et les raisons pourquoi on resterait et pourquoi on partirait. C'est des exercices un peu bateaux de développement personnel, mais dire à l'autre, bah voilà, moi en fait je reste parce que 1, j'apprends plein de choses. 2, je suis avec des gens, j'ai envie de me lever le matin, j'ai envie de les voir. 3, je me sens soutenu par les équipes avec lesquelles je travaille. 4, je vais me faire de l'argent. 5, et leur donner et dire qu'est-ce qui pourrait arriver. Et en fait, on n'a pas les mêmes. Chacun, on n'a pas forcément les mêmes raisons d'être là, et on n'a pas les mêmes choses qui nous font plaisir. Et c'est hyper cool de faire à la fois un bilan de compétences, mais aussi un bilan d'aspiration. Qu'est-ce que tu veux faire dans 10 ans ? Moi, typiquement, j'avais envie de monter un média. J'ai monté Tribes en parallèle de Partout. Bah, c'est comme ça, et on se l'est dit, et on fait avec. Thibaut, il a investi dans pas mal de boîtes, il a monté pas mal de boîtes en parallèle. Ça fait partie des choses qu'il avait envie de faire. Et quand il a lancé les SMBs et quand il a fait plein d'autres trucs. Donc, essayer de faire un bilan un peu des raisons pour lesquelles on est là, je pense que c'est un truc hyper important. D'ailleurs, je pense que n'importe quel employé devrait faire ça tous les ans. Normalement, c'est processé dans les bi-yearly reviews, mais je pense que c'est un truc très, très important. Ouais, il y a des aspects, donc se laisser de la place, se soutenir. Je pense qu'il y a aussi un effet, je pense qui peut être dur, c'est quand je pense que tout le temps, il y a des moments up et des moments down. Donc des moments où il y en a un qui prend plus le devant, l'autre qui prend plus le devant. Et ça, je pense qu'il faut le gérer. Il faut juste en avoir conscience. Et conserver plein de trucs qui nous font plaisir dans notre travail. Et faire des points sur ce qu'on est motive, ça je l'avais déjà dit en fait. Voilà, après je préfère les questions parce que c'est dur de parler pendant aussi longtemps sans questions. Mais je suis preneur de toutes les questions que vous pouvez avoir.